le YouTube de la CIPU. Voilà. Alors, je vais d'abord faire une petite introduction sur la CIPU, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. La CIPU est l'abréviation pour Cellule nationale d'information pour la politique urbaine. Et en gros, c'est une plateforme d'échange qui est basée sur une convention entre les 3 ministères luxembourgeois. Alors, le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Logement et les 4 plus grandes villes du pays, Luxembourgville, Esch-sur-Alzette, Differdange et Dudelange. Et la gestion courante est organisée par les 2 bureaux d'études, Saint Baumann et Spatial Foresight. Et voilà, dans ce cadre, pour cette plateforme d'échange, nous organisons régulièrement des workshops, des conférences et des excursions, toujours liées à une thématique prioritaire qui est définie pour chaque année. Voilà, quelques images des activités que nous faisons. Et puis, un petit retour sur les dernières années thématiques que nous avons réalisées. Alors, il y avait en 2017-2018, on s'est penché sur le logement abordable. Dans ce cadre, on a aussi publié plusieurs documentations, des workshops et de nos activités qui se retrouvent aussi toujours sur le site de la CIPU. Après, en 2019, notre grand sujet, c'était les grands projets urbains. Pareil, toutes les documentations se trouvent sur le site. En 2022 et 2021, notre sujet principal, c'était le changement climatique. Et puis, c'est dans ce cadre de cette année-là, en 2020, que nous avons organisé aussi le premier colloque en ligne, puisqu'on a été forcé à arrêter les réunions et conférences en présentiel. Du coup, on a créé ce nouveau mode de conférence en ligne. Et voilà, le premier en 2020 était sur le changement climatique et l'adaptation des villes. Et puis en 2021, nous avons continué le CIPU colloque et on a parlé des mutations dans la planification urbaine. Alors, on avait plusieurs sujets sur la planification urbaine et l'aménagement du territoire. Voilà. Et puis, cette année, en 2023, voilà, nous avons créé le nouveau colloque sur l'énergie et l'urbanisme et les concepts pour des quartiers durables. Et dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui la 4e séance qui traitera plus spécifiquement du projet d'îlot démonstrateur bois à bilan bas carbone à Strasbourg. Et nous avons donc invité Thalie Marx de la ville et Eurométropole Strasbourg et Monsieur Philippe Michel de Bouygues Immobilier qui vont nous présenter donc une fois le concept un peu plus global et après un projet plus concret qui a été réalisé ou qui est en réalisation. Voilà, alors je passe la parole à Madame Thalie Marx pour commencer. Très bien. Bonjour à tous. Du coup, Thalie Marx, moi je travaille à la direction du développement économique à l'Eurométropole de Strasbourg. Est-ce que c'est vous en fait qui me rebasculez vers mon support que j'avais à l'écran? Il faut que je refasse une manipulation. Non, il faut que vous repartagez parce que j'ai départagé le mien. Très bien. J'espère que ce sera plus lisible que tout à l'heure. Est-ce que vous voyez tous bien? Oui, c'est bon, on voit bien. Ok, très bien. Voilà, et du coup, moi, je suis dans cette direction-là depuis 1 an et demi. J'étais à la direction de l'urbanisme et des territoires. Le projet qu'on va vous présenter avec n'est pas tout récent, en fait, hein, puisqu'en fait, c'est des consultations qui ont été lancées en 2013. Donc, les projets, aujourd'hui, ils ont 10 ans. Enfin, ils ont l'origine à 10 ans. Donc, voilà, c'est un petit peu ancien. Alors, ça, je vais vous expliquer un peu d'abord le contexte de ce projet qui est un projet démonstrateur. On a cherché à faire de l'innovation
Donc, on a cherché à être au départ, à être un îlot à énergie positive bas carbone. Entre-temps, voilà, entre les ambitions de départ et les ambitions d'arrivée, les choses ont un petit peu évolué, mais je vais essayer de vous raconter la genèse du projet. Quand j'appuie là, ça ne descend pas. Que si vous appuyez sur le clavier à gauche ou à droite, ou en bas, voilà, ça a changé. Voilà, alors l'île aux bois, c'est en fait un des projets démonstrateurs d'une démarche qui a été lancée par l'État en 2010 qui s'appelait Écocité et qui cherchait à favoriser des projets de la ville durable, ou favoriser des innovations en lien avec la ville durable. Voilà. Et donc, dans ce projet, on a essentiellement, dans le projet Écocité, donc on voit différents projets là qui sont montrés sur cette carte. On explorait à la fois des systèmes de production énergétique et aussi des nouveaux systèmes constructifs. Voilà, donc en fait, l'île aux bois vient s'intégrer dans un ensemble de projets et en fait, c'est aussi intéressant pour nous parce que les projets, sans avoir forcément un lien entre eux, à chaque fois, forcément, vous tirez des enseignements d'un projet pour faire l'autre et c'était forcément très enrichissant et puis aussi parce que l'écosystème d'acteurs était quand même aussi proche d'un projet à l'autre. Et ça crée aussi un climat de confiance qui est nécessaire pour faire ce type de projet. Voilà, donc on cherchait à innover et aussi à tirer des enseignements pour pouvoir dupliquer à une échelle plus large de Strasbourg ou ailleurs nationalement. Le projet dont on va parler aujourd'hui, le projet d'île aux bois, a donné naissance à Strasbourg à une politique publique en faveur de la construction bois, d'utilisation du bois et des matériaux biosourcés au sein de la construction et de la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis, à l'échelle nationale, a donné des petits frères ailleurs en France, d'autres projets qui ressemblent à celui-là, avec des hauteurs d'ailleurs qui peuvent être parfois plus grandes, même si parfois l'ambition peut être aussi moins grande dans le cadre d'Adibois. Et puis, il y a le village aussi des Jeux Olympiques, à Saint-Denis, qui est aussi construit en bois et qui a pu aussi s'inspirer d'enseignements des projets qui ont pu être menés dans le cadre de ce projet d'aménagement de l'île aux bois. Important aussi de vous dire que ces projets étaient soutenus par le programme des investissements d'avenir et que du coup, il y avait des études et des surcoûts en investissement, des surcoûts de travaux qui étaient financés. Sinon, je ne suis pas certaine qu'on aurait réussi à faire ça, différents projets. Voilà, donc sur ce projet d'île aux bois, en tout cas, on a cherché à utiliser au maximum le bois et les matériaux biosourcés. Au départ, on cherchait à être un îlot à énergie positive, en étant soit BPAS, soit BPOS, donc à au moins produire autant d'énergie qu'on en consommait. Et puis avec des émergences de niveaux qui, à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque, ne s'était jamais fait en France à ces hauteurs-là, d'aller jusqu'à 10 niveaux. Donc, comme je vous le disais, on a pu bénéficier de financement du programme des investissements d'avenir. Pour vous donner peut-être à nouveau le contexte, oui, j'aurais peut-être dû vous le remontrer à l'échelle du projet tout à l'heure, mais je reviens un peu en arrière. On voit le Rhin qui nous sépare de l'Allemagne ici, et donc on est vraiment juste de l'autre côté de la frontière, quand on passe le pont de Kehl. Voilà, on voit les bâtiments qui sont ici. Ici, il y a une clinique qui s'est construite, qui est la clinique Réna. Et là, on a un très, très gros projet d'aménagement qui s'appelle la ZAC des Deux Rives, qui est le gros projet d'aménagement de la ville de Strasbourg. Voilà, donc on est vraiment dans des anciennes friches portuaires dans lesquelles on a pu développer ce projet. Et je reviens à la suite. Voilà. Alors, pourquoi on a voulu faire aussi ce projet ? C'est parce qu'on a un potentiel forestier extrêmement important dans le Grand Est.
Et on s'est dit, voilà, on a une ressource forestière à exploiter, on a un savoir-faire local à exploiter. Et donc, c'est comment finalement aussi se dire, on a une ressource et on a un savoir-faire qu'on peut utiliser tout en étant bas carbone. Et voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à faire de l'urbanisme en étant à proximité finalement d'une ressource locale et aussi de mobilisation de professionnels qui sont dans notre région. On a d'ailleurs pensé que ce projet permettrait d'accompagner la structuration d'une filière bois. Alors finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment un prémisse d'une structuration, mais néanmoins, ça nous a permis de tirer des enseignements pour cela. Donc, vous voyez en fait le projet qui est là, dans son plan masse initial, celui qui était proposé par Aïchan et Robert, qui avaient fait la fiche de l'eau de l'ensemble du projet. Et ce projet, il est porté en régie par l'Eurométropole de Strasbourg comme aménageur du site, ce qui est peu fréquent. En général, on fait plutôt appel à des aménageurs, on passe des traités de concession. Là, on a porté nous-mêmes le projet, ce qui a sans doute été aussi une chance par rapport à ce projet-là, qui était très complexe, d'avoir une souplesse aussi sur la fixation du prix du foncier, ou de plus facilement trouver des leviers sans avoir à négocier avec un aménageur. En tout cas, pour un projet comme celui-là, on l'a vu plutôt comme une opportunité plutôt que comme un frein. Donc, le projet va vous présenter Philippe Michel, c'est celui qui est là, hein, qui est porté par Bugg Immobilier, mais effectivement, le projet de l'îlot bois portait sur l'ensemble de cet îlot. Et en fait, consistait à la fois à réaliser 4 projets immobiliers, mais également un parking silo qui correspondait à l'ensemble des besoins en stationnement de l'îlot, et puis également à mutualiser à l'échelle de tout l'îlot la source d'approvisionnement énergétique, ce qui n'a pas été simple. Parce qu'en fait, dans notre consultation, en fait, on demandait aux opérateurs immobiliers de s'organiser entre eux, n'est-ce pas Philippe, pour porter en fait en commun une structure de parking silo, et donc éviter qu'on ait à réaliser des parkings sous les ouvrages immobiliers, mais donc du coup à déporter le stationnement dans un seul et même ouvrage, et aussi à s'organiser pour pouvoir avoir la même source énergétique qui permettrait de chauffer dans un premier temps les bâtiments, voire aussi de couvrir des besoins de froid. Voilà. Donc forcément, on a dû mettre en place une organisation un peu atypique, où on a dû beaucoup échanger durant ce projet pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément imposées à l'origine par l'aménageur que nous étions, mais voilà aussi le co-construire avec les opérateurs immobiliers qu'on a désignés au fur et à mesure. Alors voilà, on a à peu près 450 logements. Et on a des typologies finalement une typologie programmatique qui est assez diversifiée, puisqu'on a des lots en accession à la propriété, mais on a aussi du logement social, on a des logements intermédiaires. Dans les logements qui ont été construits aussi en accession, on a de l'accession sociale à la propriété. Donc, on voit que dans ce programme, on a une diversité programmatique de logements. Et c'était aussi intéressant, d'ailleurs, aussi par rapport au prix de sortie des programmes, de pouvoir se dire que finalement, on était capable de construire en bois, pas uniquement pour des logements de standing, mais pour tout type de logement. Les premières consultations ont été lancées en mai 2013. Et puis, je vais revenir un petit peu sur la genèse du projet. Alors, je vous le disais, on a dû mettre en place une organisation un petit peu particulière. Alors, d'abord, on a décidé que quand on désignait les opérateurs immobiliers, on voulait qu'ils s'entourent tout de suite des compétences autour d'eux, architectes, mais aussi bureau d'études, structure, thermique fluide, acoustique, économiste de la construction, et également l'entreprise de construction qui viendrait intervenir sur les parties bois des projets. On a sécurisé les opérateurs immobiliers en signant avec eux des protocoles d'accord fonciers. À partir du moment où on s'était mis d'accord sur les montants de foncier qui allaient être vendus, ça ne devait plus être un enjeu. Il devait être sécurisé aussi dans le temps qu'ils mettraient pour sortir les projets. Ça nous paraissait être quelque chose d'important.
Et ces protocoles d'accord foncier ont d'ailleurs fait l'objet à plusieurs reprises d'avenants, parce qu'en fait, voilà, ça a pris du temps, parce qu'il a fallu que chaque opérateur immobilier mène des études sur la question du séisme, de la thermique, de l'acoustique, et voilà, le temps d'être en mesure de déposer des permis de construire. Il a fallu rallonger la durée des protocoles d'accord. Nous, l'aménageur, en fait, l'Eurométropole, on n'était pas non plus des sachants de la construction bois. Et donc, dans un premier temps, on a décidé de s'entourer d'un cercle de qualité. Je vais revenir là-dessus par après, qui nous accompagne en fait durant toute la durée du projet pour vérifier, nous accompagner pour désigner les opérateurs immobiliers et leurs équipes, être capable de voir si les études que ces opérateurs et leurs équipes de maîtrise d'œuvre nous proposaient étaient correctes et permettraient bien de répondre à nos niveaux d'ambition sur ces projets-là. Et donc, on a signé une convention de partenariat avec un certain nombre d'acteurs qui nous ont accompagnés là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait une compétence qui ressortait particulièrement, qui était celle d'avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage sur l'évaluation de l'innovation et de l'assurabilité, puisqu'encore une fois, nous, ce qu'on cherchait, c'était à la fois à pouvoir avoir des projets qui sortent, mais aussi avoir des innovations, puisque c'est ce qui nous permettait d'obtenir des financements du programme des investissements d'avenir. Voilà. Donc, pardon, je vais trop vite. On s'est assuré auprès du pôle fibre énergie, qui est un pôle de compétitivité, du CRI bois, de l'ANSTIB qui forme des ingénieurs bois et de l'INSA qui forme aussi des ingénieurs thermiques et des architectes, de pouvoir être conseillés en fait, durant cette phase de consultation des opérateurs immobiliers. Et pour nous aussi, c'était très important de commencer à constituer un écosystème d'acteurs qui nous accompagnent finalement sur ce projet. On a testé quelque chose et qui pourrait aussi nous accompagner sur d'autres projets par après. L'idée étant à la fois repérer finalement ce qui ferait l'opérationnalité du projet, mais voir aussi ce qui pourrait faire l'objet de recherche et développement dans un autre cadre et qui sortirait en fait du champ opérationnel de ce projet d'Île-aux-Bois, mais qui nécessiterait des recherches plus longues dans un second temps. Ce qui finalement n'a pas eu lieu, mais qui est quand même toujours une idée aujourd'hui qu'on a, voilà, et qui nous a tenus à cœur. Avant de céder la parole à Philippe, c'est important de raconter un peu quelle a été la genèse du projet. On s'est vraiment beaucoup posé de questions sur la manière de constituer des attelages. Parce qu'habituellement, l'opérateur immobilier répond seul ou répond avec un architecte, enfin, habituellement en tout cas à cette époque-là. Et puis finalement, on arrive dans un permis de construire, et puis il y a l'appel d'offres de travaux, et puis c'est là qu'on désigne les opérateurs immobiliers, les entreprises de construction. Et là, on s'est dit non, il faut, sur la base finalement de retours d'expérience aussi, notamment menés par le bailleur social Le Toit Vosgien, qui avait déjà réalisé plusieurs programmes en bois, qui étaient eux aussi BPAS. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument en fait, que le plus en amont possible, l'apporteur de solutions qui était l'entreprise de construction pour un projet aussi complexe soit là dès l'amont du projet. Et puis, on s'est rendu compte aussi que l'architecte devait avoir des compétences en bois. Enfin, quand vous faites un projet de cette taille-là, de cette ampleur-là, c'est vraiment très important. Et puis aussi, il fallait que, je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais il y avait un certain nombre d'études qui devaient être menées. Et donc, l'opérateur immobilier, il était important que chaque opérateur immobilier soit dès l'origine entouré par des compétences techniques d'économistes de la construction, au niveau acoustique, au niveau de la question du séisme qui à Strasbourg est un problème, voilà, parce qu'on est quand même sur un sol qui peut bouger à un moment ou à un autre. Et donc, c'est une question qui devait être prise en compte dès l'origine. Et puis, évidemment, la question de l'incendie. Voilà, ce projet-là a fait bouger les lignes au niveau de l'incendie. Sans doute, Philippe reviendra là-dessus. Et donc, en fait, c'était important de tester ce que ça voulait dire que de construire à ces hauteurs-là en utilisant autant de bois.
Il y avait aussi la question du confort d'été. Je vous parle de ça en 2013. On n'avait pas encore à cette époque le changement climatique qui, depuis quelques années, s'est vraiment mis en place, qu'on sent beaucoup plus fort. Mais on sentait déjà que la question du confort d'été serait une épine. Et finalement, on regarde souvent les questions de chaud et moins de froid. Et là, on commençait déjà à saisir que ça allait être un vrai sujet. On a eu en fait dans ces projets des projets qui ont capoté, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Notamment sur un des lots, on a dû relancer une consultation d'opérateurs, ce qui nous a fait perdre aussi du temps et ce qui a été aussi plus complexe aussi pour gérer les questions mutualisées du stationnement et la question aussi de la source d'approvisionnement énergétique qu'on devait mettre en place à l'échelle de tout l'îlot. Et puis aussi, le bailleur social, lui, a lancé un marché de conception-réalisation. Et c'est pareil, on n'a pas réussi à mener en fait, jusqu'au bout en fait, le marché. On a senti en fait que les entreprises qui avaient répondu ne seraient pas assez matures pour être en capacité en fait, de répondre aux ambitions qui étaient menées. Tout ça pour dire qu'en fait, le sujet de l'association aussi de l'entreprise dès l'origine, même si elle est souhaitable, elle n'est pas toujours faisable. Et c'est un sujet, il faut regarder en fait la question de la robustesse des entreprises qui s'associent aussi aux opérateurs immobiliers. C'est quelque chose c'est un vrai retour d'enseignement pour le coup. Ça dépend aussi de la structuration de votre filière bois. Toutes les entreprises n'ont pas la même taille et donc selon aussi la taille que vous avez d'un projet bois, toutes les entreprises ne peuvent pas répondre à n'importe quel projet. Donc, il faut vraiment s'interroger aussi si c'est nécessaire ou pas d'avoir une entreprise bois qui s'associe dès l'amont d'un projet à un opérateur immobilier. Voilà. Donc, selon la complexité d'un projet, si un projet n'est pas complexe, ce n'est pas forcément nécessaire. Si elle l'est, oui. Mais il faut regarder aussi quel lien, en fait, peut-être vous reviendrez là-dessus aussi Philippe, quel lien entre un opérateur immobilier et une entreprise qui vous lie aussi à une solution technique. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner l'historique en fait, du projet. Aujourd'hui, tous les projets sont en chantier, donc ça c'est ce qui est positif. J'avoue, j'ai réutilisé un ancien support et je n'ai pas mis de photos actualisées. En fait, c'est les maquettes des projets, mais éventuellement, je pourrais aussi vous envoyer des photos en fait, des différents projets. Vous me demandiez en fait dans la préparation du projet quels avaient été les acteurs clés et donc sans les citer, je les ai remis ici. Alors après je peux les citer par oral parce qu'en fait là on a 4 opérateurs immobiliers qui sont Bouygues Immobilier, Nouvel Habitat qui est aussi un opérateur qui réalise du logement en accession. On a Pierre et Territoire. Et puis, on a un bailleur social qui est CDC Habitat. Et puis, on a plusieurs architectes qui ont candidaté, généralement 2, en fait, à chaque fois, auprès de chacun des opérateurs immobiliers, en général avec des signatures plus connues et puis des signatures locales moins connues, certaines spécialisées en bois et puis d'autres moins, et ça permet aussi de faire monter en compétence des acteurs. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez que je vous dise à l'oral quels étaient les architectes à chaque fois qui ont été mobilisés dans ces projets je ne sais pas si... Non, je pense que ça ira comme ça. On pourra peut-être voir pour le projet concret qui sera présenté après, voir ça, mais on n'a pas besoin de savoir pour chaque lot. Ok, très bien. Donc voilà, Philippe va vous présenter ce lot-là. Moi, je vais pas revenir dessus. Et c'est simplement pour vous montrer en fait que voilà, on a testé différents systèmes constructifs, ce qui est intéressant. Par exemple, celui-là, on voit très bien en fait la partie béton en fait sur laquelle les ossatures bois viennent se greffer. Et puis voilà, là par exemple, les parties béton, c'est également sur les paliers. Donc on a davantage de béton que sur le projet qui va vous être présenté par Philippe, mais dans tous les cas, en fait, à chaque fois, on a des structures bois qui montent du sol au plancher. On a gardé aussi d'ailleurs le fait de se dire que le socle béton était plutôt une bonne chose.
de manière générale, voilà une perspective qui aujourd'hui est complètement réalisée entre le parking, le projet qui est porté par Nouvel Habitat et puis celui qui va vous être présenté. On a quand même eu des sujets, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore de parole, parce que c'est peut-être aussi plus intéressant de laisser plus de place à Philippe pour qu'il puisse vous parler vraiment du projet en tant que tel qu'il a porté, lui. Alors, je vous laisse encore 2 minutes pour terminer et on pourra changer après. Ok. Encore une fois, je pense que la question de la robustesse des équipes techniques est très importante aux côtés d'un opérateur immobilier. La question de la question d'associer le contrôleur technique, le bureau de contrôle, dès l'origine du projet est absolument essentielle. Je ne saurais encourager des opérateurs immobiliers à prendre des assistants à maîtrise d'ouvrage parce que voilà, la question de construire en bois, ce n'est pas une question spontanée. Voilà, on ne construit pas en bois comme on construit en béton. Et donc, il faut savoir s'entourer des bonnes compétences. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ça prend aussi plus de temps dans une phase d'ingénierie. Ça prend moins de temps en phase de chantier. Mais du coup, il ne faut pas négliger la phase, en fait, la phase d'ingénierie. J'aurais envie de dire aussi que la question du prix de vente du foncier est un sujet, parce qu'aujourd'hui, en fait, construire en bois, même si ça permet d'avoir une empreinte carbone qui est extrêmement bonne, souvent, ça représente encore un surcoût. J'inviterai en fait les cercles d'acteurs à se réunir en amont d'un projet pour voir quels sont tous les leviers qui permettent d'avoir des prix les plus faibles possibles. Aussi bien au niveau du foncier qu'au niveau du coût de construction. Il faut absolument anticiper les sujets sensibles dès l'amont. Il faut pouvoir les repérer, notamment la question des essais-feux. Il ne faut pas attendre d'avoir déposé un permis de construire, d'avoir déjà signé des accords de vente avec des futurs acquéreurs pour faire les essais-feux. En tout cas, c'est un retour d'expérience de ce projet. Voilà, peut-être Philippe reviendra aussi là-dessus. Et je pense du coup que c'est un sujet qui n'est pas évident, c'est d'arriver finalement à sortir le projet dans des temps de planning qui soient compatibles aussi avec ce qu'un opérateur immobilier peut sortir, tout en garantissant finalement le plus de sécurité possible au projet sur les sujets sensibles qui sont le feu, l'eau, la question du séisme, voilà, de l'acoustique. Voilà. Et puis je m'arrête là et je passe la parole à Philippe, qui a eu la chance, l'opportunité de porter ce projet qui a été extrêmement complexe, mais voilà, qui a permis aussi de tirer de nombreux enseignements pour la France entière. Voilà. Comment je fais, moi, pour arrêter le partage? Voilà, c'est départagé, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Ouais, donc pendant que je vais partager ma présentation, donc Philippe Michel, moi je suis le directeur technique chez Bouygues Immobilier sur la région Est. Et comme l'a dit Thalie, j'ai eu la chance de suivre ce projet depuis sa genèse jusqu'à son achèvement. Et c'est ce que je vais vous présenter là. Il y a des choses qui seront peut-être un petit peu redondantes, mais qui sont des éléments concrets liés à ce projet. Donc voilà, le Sensation, ça a été le nom commercial qu'on a nous donné à cette opération côté Bouygues Immobilier. Vous voyez ici une perspective du projet qui était la perspective du concours, hein, et avec la partie qui est notée la plus haute tour en structure bois de France. C'était vrai à l'époque de sa construction. Il y a eu des opérations effectivement à des hauteurs plus importantes qui ont été construites depuis, mais pas forcément sur un mode constructif tout à fait équivalent, puisque avec des cotes-parts de béton peut-être un peu plus importantes selon les projets. Voilà, donc ça a été dit précédemment, hein, donc le projet est situé à proximité de l'Allemagne, on voit le Rhin ici, et puis le projet est situé sur le terrain à gauche. Je pense que vous devez voir ma souris en face de la clinique qui là à l'époque était en
en construction. Rapidement, pour resituer, donc le projet LO2 porté par Bouygues Immobilier, le projet qui est à l'angle là, du site, et le parking qui est à l'extrémité, puisque nous avons aussi, nous, réalisé, Bouygues Immobilier, ce parking mutualisé pour l'ensemble des lots, et on l'a porté et en revendant des places au fur et à mesure de l'achèvement des lots à côté. Un petit plan en masse, on fait un focus là sur le lot 2, là, donc sur notre opération. On voit le bâtiment avec ces trois émergences. Donc, bâtiment qui comprend 146 logements répartis sur une granulométrie assez classique du studio jusqu'aux 5 pièces et avec en pied d'immeuble 830 mètres carrés de locaux commerciaux répartis en plusieurs commerces. Donc l'image là hein, qui est la même que celle que vous voyez tout à l'heure, hein, donc on voit l'image au départ avec donc ce socle en R+3, rez-de-chaussée commerce, 3 niveaux de logement avec à l'origine, et j'y reviendrai, une façade en bardage bois, et puis au-dessus une façade avec un revêtement métallique sur la façade. Ces sujets, on en a échangé aussi assez longuement au départ, hein, Tali, avec le cercle de qualité et avec, sur la pérennité des façades, sur qu'est-ce que ça voulait dire construire en bois. Est-ce que construire en bois avec une ossature bois, c'était aussi avoir du bois apparent ou pas sur les façades. Vous savez, quand vous construisez en maçonnerie, vous ne voyez pas forcément la brique structurelle sur les façades. Avec le bois, il y a une perception un peu différente et c'est vrai qu'on avait senti quand même une envie, on va dire, de préserver du bois en façade, ce qu'on a essayé de faire, mais j'y reviendrai dans le cadre des difficultés ou des sujets auxquels on a été confrontés dans la réalisation qui nous ont fait un petit peu modifier les éléments de façade. Voilà, une perspective intérieure depuis le cœur d'îlot du projet, où on retrouve donc ces 3 émergences de bâtiments. Et avec devant, on aperçoit un peu en transparence des serres qui sont en fait des locaux vélos. Petite coupe longitudinale, donc pas de sous-sol puisque tout le stationnement était géré dans un silo à part, un vide sanitaire et puis après donc notre rez-de-chaussée et nos différents niveaux de logement, avec pour les derniers niveaux des duplex sur les parties plus basses et des triplex sur ce bâtiment-là à la pointe. Ce qui nous a permis, nous, de rester dans un classement, alors c'est peut-être pas le même au Luxembourg, mais qui est un classement en 3e famille et qui, au niveau incendie, est moins défavorable, on va dire, que le fait de basculer sur un bâtiment en 4e famille. Et c'est vrai qu'on compte le dernier plancher accessible du logement, plancher bas du logement. Donc, avec les triplex, ça nous a permis de rester dans cette catégorie de bâtiments. Très rapidement, le parking silo qu'on a réalisé, qui a été réalisé sur un mode constructif plus classique et qui comprenait 340 places de stationnement, dont 115 pour notre bâtiment de 146 logements. Alors, ça a été dit, l'équipe elle a été constituée très en amont et on s'est entouré de personnes qui avaient une expérience dans la construction bois. 2 architectes, un architecte principal mandataire qui est Cause Architecte, qui est un bureau d'architectes parisien, qui avait une expérience bois à l'époque, expérience qu'il a accrue depuis au travers d'autres projets, et qu'on a associé à ASP. Ça a été dit par Tali, qui avait réalisé le toit vosgien à l'époque, qui était une des premières opérations emblématiques dans la région en construction bois. On allait chercher un bureau d'études spécialisé forcément en structure bois, ingénierie bois, qui avait la double compétence, expérience allemande, expérience française, qui n'était pas inintéressante non plus à ce stade-là. Un bureau d'études fluide local qui nous accompagne assez souvent sur nos projets.
L'acoustique a été effectivement un point important. J'y reviendrai un petit peu après dans quelques détails de composition de façade ou de plancher. Mais c'est vrai que l'acoustique et le bois, ça mérite qu'on s'y penche de près et qu'on anticipe effectivement des éventuelles problématiques ou en tout cas composition de plancher qui doivent nous permettre d'assurer l'isolement réglementaire entre logements. Bureau de contrôle qui était Socotec, qu'on a associé dès le départ, effectivement. Et on s'est entouré d'une entreprise qui était une entreprise générale, donc FH Construction, qui nous a accompagnés tout au long du projet, sachant que l'entreprise de bois, le charpentier, qui était l'entreprise Altibois basée du côté d'Annecy, est venu un peu plus tard dans la phase d'étude nous accompagner sur la finalisation de la conception. Quelques étapes liées proprement à notre projet. Effectivement, concours deuxième partie de 2013. Pour un dépôt de permis de construire qu'on a déposé, nous, en janvier 2016, donc soit 2 ans après avoir été lauréat. Permis obtenu au mois de juillet. On a lancé commercialement, donc nous, la commercialisation de nos logements au mois de juillet 2016, sachant que dans notre modèle, on démarre des travaux qu'après un certain taux de commercialisation. Travaux qu'on a démarrés au mois d'octobre 2017 pour des premières livraisons qui ont été faites en juin 2019 et un dernier bâtiment au mois de septembre 2019. Donc, on le voit là, hein, une phase de conception qui est effectivement plus longue qu'un projet classique, parce que, oui, qui dit innovation, dit sujet pas forcément complètement abouti, maîtrisé, et on s'est posé beaucoup de questions sur le mode constructif dans son détail, puisque la partie bois était l'objet de cet appel à projet et n'était pas remise en cause, mais de savoir est-ce qu'on allait faire des façades porteuses en bois, est-ce qu'on allait faire des espèces de poutres poteaux en façade, est-ce qu'on allait avoir des refends porteurs, etc. Donc, est-ce que le CLT était vraiment nécessaire partout? Est-ce qu'on ne mettrait pas des planchers en ossature bois plutôt qu'en plancher plein? Voilà, toutes ces questions, on se les est posées, elles ont été étudiées, elles ont été valorisées avec les contraintes des unes et des autres pour aboutir à une solution qu'on a estimée être le meilleur compromis pour réaliser cet ouvrage-là. Un petit focus sur les caractéristiques techniques, économiques et environnementales de l'opération. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant à voir. Donc, on voit ici un éclaté du mode constructif. Effectivement, un socle béton. On avait des fondations profondes en dessous. Par contre, à partir de la dalle haute du rez-de-chaussée, tous les éléments ont été réalisés en bois. Donc, les planchers, les refends, les façades, et y compris la cage d'escalier, cage d'ascenseur, qui ont été réalisés en bois. Donc ça, c'était aussi l'objet d'une discussion au départ, hein, et dans l'appel à projet, on avait fait une réponse avec une cage d'escalier béton ou une cage d'escalier bois. Dans le cadre du démonstrateur, la ville, l'Eurométropole, Thalys, tout le monde nous a poussé à aller au bout de la démonstration, et donc on a réalisé le projet avec la cage, avec le noyau vertical en bois. Seuls les volets d'escalier étaient en béton, mais ça c'est plus pour des obligations réglementaires et de réaction au feu de circulation verticale. Donc ça a été réalisé en béton. Et donc, au droit de ces façades en bois, on est venu habiller les façades de résine métallique ou tout un complexe, puisque voilà, le complexe comprend un isolant, un pare-pluie qu'on verra tout à l'heure. Et accrocher les balcons, il y aura un petit détail aussi derrière. Donc, le produit qui a été utilisé en majorité là-dessus, c'est du CLT, hein, du panneau bois contre collé, cross laminated timber,
qui est un produit intéressant de par sa résistance et qui avait tout son sens compte tenu de la grande hauteur, compte tenu des efforts qu'il devait transmettre, puisque effectivement on est en zone sismique à Strasbourg et il a fallu modéliser le projet, et même en complément, sur la partie sismique, en complément des planchers qui faisaient office de diaphragme, on a rajouté un certain nombre de connecteurs d'équerre métalliques pour s'assurer de la transmission des efforts. Une petite idée là, du volume de bois, on a utilisé plus de 3000 m3 de CLT, il y a un peu de bois en contre-coulée et d'ossature sur certaines parties. Quelques parties du bâtiment sur les niveaux hauts ont été réalisées en ossature bois en façade. Donc voilà, on voit un peu des quantités de volume de bois, 3350 m3 pardon, pour un peu plus de 9000 m2 de surface de plancher. Quelques photos d'illustration pour voir ce que ça pouvait donner dans la phase chantier, où j'y reviendrai à la fin. Voilà, le chantier se déroule dans des conditions qui sont un peu différentes d'un chantier plus classique en maçonnerie et en béton. Mais donc là, on voit la façon dont l'ouvrage s'est monté. En bas à droite, on voit bien les façades porteuses en CLT, les fils de poteaux-poutres dans les circulations centrales, et puis les planchers qu'on venait après poser par-dessus. Un petit focus sur les balcons. Donc, on a des balcons assez généreux là, sur cette opération, qui sont des balcons à rapporter. Dans leur composition, c'est des balcons sur lesquels il y a un platelage bois et ceinturé par un profilé métallique. Ce profilé métallique était fixé au droit de chaque plancher. Et à son extrémité, le balcon est retenu par des tirants au banc qui sont repris dans les éléments de plancher. Et comme ça, on raccordait un balcon, 2 balcons, 3 balcons sur ce mode constructif-là. On voit ici la façon dont on les a montés. C'est des balcons qui arrivaient préfabriqués sur les camions, qui étaient finis d'être assemblés au sol et qui ont derrière été montés finis et qui ont été accrochés à la structure comme ça au fur et à mesure. Un petit sujet sécurité incendie qui paraît important. C'est vrai que quand on parle de bois, on parle souvent d'incendie, quel va être le sujet. Oui, le bois c'est bien, mais ça brûle. Donc, forcément, on était très vigilants par rapport à ça. On s'est entouré de Socotec, bureau de contrôle. On a eu un certain nombre de réunions avec le CSTB pour voir quelles étaient les exigences, quels étaient les éléments qui étaient en dehors de la réglementation, qui devaient être soumis à des appréciations de laboratoire, à des avis, à des essais particuliers. Donc après moult réunions et échanges, on est arrivé à une conclusion que l'ATEX, donc l'avis technique expérimental, n'était pas forcément indispensable, et le bureau de contrôle nous a bien accompagnés là-dessus pour finalement ne faire qu'un avis de chantier, qui est une procédure un peu plus légère, mais qui nécessite quand même un certain nombre d'essais normalisés. On a réalisé un essai AEV pour s'assurer donc de l'étanchéité des menuiseries bois dans une ossature bois, puisque voilà, lié à ce mode constructif, on n'avait pas forcément de PVDC adapté. Il y avait des PVDC qui existaient dans de la maçonnerie, dans du béton, mais pas dans la structure bois. Donc, on allait faire des essais pour valider l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent des menuiseries extérieures. Et on a fait surtout un essai qui s'appelle le PIR 2, qui est un essai normalisé en France et qui mesure, on va dire, le temps que met le feu à passer d'un étage à l'autre au niveau des façades. Donc, l'objectif, c'était de valider le complexe de façade qu'on mettait en œuvre,
sachant qu'on s'écartait un petit peu d'un guide qui est paru, je dirais, au fil de notre conception de projet et qui commençait à donner un certain nombre d'indications sur les modes de réalisation des façades bois, mais guide qui n'existait pas à l'époque. Alors c'est vrai que 10 ans après, on a parcouru beaucoup de chemin. Le projet de Sensation a effectivement participé à certaines conclusions qui figurent dans ce guide-là et a permis de valider ou d'invalider quelques procédés constructifs. On le voit ici. Alors, on voit du feu, il ne faut pas avoir peur. C'est normal qu'il y ait du feu puisque c'était l'essai qu'on a fait grandeur nature, mais c'est pour expliquer un peu la démarche et par quoi on est passé pour valider le projet. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est ce qu'on retrouvait sur la perspective que je montrais au début. On a remodélisé 2,5 niveaux de façade tel qu'on l'avait projeté sur la partie basse du projet avec du bardage bois en façade. Et on voit au travers des fenêtres qui ne sont pas posées au rez-de-chaussée un certain nombre de palettes. Donc ça, c'est normalisé. Il y a un certain nombre de palettes pour que se dégage une quantité de feu, de pouvoir calorifique. Et donc, on instrumente toute cette maquette et on fait un certain nombre de mesures pour valider ou pas le prototype. Alors, contrairement à ce que Tali disait tout à l'heure, où peut-être qu'il ne faut pas faire les essais une fois qu'on est en réalisation, nous, c'est vrai qu'on a réalisé les essais, vous voyez, au mois d'avril 2018. On a démarré le chantier en octobre 2017, je le disais tout à l'heure. Donc, on avait quasiment achevé la pose de la structure bois quand on a réalisé cet essai. Et cet essai, comme je le dis là, il a été réalisé parce que dans le guide qui est paru au début de l'année 2017, il y avait un certain nombre de dispositions constructives et nous, on s'éloignait de quelques dispositions qui étaient prévues dans ce guide-là et donc on voulait les valider. Au final, alors ça a été un essai bénéfique. On a été un peu tous surpris, mais ça fait partie de l'innovation et on a été un peu surpris de la propagation du feu sur les façades. Comme je le dis là, le feu était plus puissant et un peu plus long que ce qui avait été imaginé. Bien sûr, plus important que sur un prototype béton. Ça nous a amené à tirer quelques enseignements. Dans notre composition de façade, on avait 2 isolants. On avait d'un côté de la laine de roche et une deuxième couche de laine de verre. En fait, cette couche en laine de verre, c'est à une combustion très rapide, ce qui a entraîné derrière le bardage une lame d'air qui a été un accélérateur de la propagation du feu. Le bardage est un bardage assez épais, donc des éléments qui mettent du temps à brûler et qui sont donc longs à chuter et donc qui propagent le feu. Par contre, l'essai a permis de valider directement l'étanchéité du plancher à la jonction plancher, les éléments en CLT en façade. Donc ça, c'est un élément qui a été rassurant très, très rapidement. Donc, suite aux enseignements de cet essai-là, on a ajusté un petit peu nous, notre mode constructif. On a remplacé la laine de verre par de la laine de roche et on a pris le parti de supprimer la masse combustible en façade. Il y a des solutions qui auraient pu exister en gardant un bardage bois, en mettant un certain nombre d'éléments complémentaires à l'arrière de ce bardage-là. Mais voilà, comme je le disais, on avait en même temps un chantier qui avançait. Donc, on a voulu aussi sécuriser cette partie-là. Et il y avait de la maille métallique qui était prévue sur la partie haute du projet. Donc, on a pris le parti pris de descendre cette maille métallique aussi sur le niveau bas, de supprimer cette masse combustible en façade et donc d'adapter le projet comme ça. Et chose qui a été validée avec le CSTB. Je cite là une petite péripétie qui nous est arrivée en fin de chantier. Je dis petite péripétie aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, tout le monde apprenait un peu en marchant là-dessus. Et c'est vrai que fin 2017, donc on était normalement à 3 mois, puisqu'on devait démarrer nos livraisons à partir du mois de mars 2017, on les a décalés au mois de juin. Le CSTB nous a fortement recommandé d'habiller tout ce qui était parois verticales qui restait visible et de rajouter un certain nombre de plaques de plâtre pour
pour ne plus avoir de bois apparent dans les circulations, sacraliser les dégagements à l'intérieur du bâtiment. Chose qu'on n'avait pas forcément prévue, puisqu'on avait nous aussi l'idée de garder un peu de bois visible dans le bâtiment pour rappeler le mode constructif, quoi. Donc il a fallu qu'on agisse assez rapidement, et j'évoquais tout à l'heure les cages d'escalier, les cages d'ascenseur qu'on avait réalisées en bois. On a dû réhabiller l'intérieur des cages d'ascenseur par des plaques de plâtre, voilà, alors que les ascenseurs étaient déjà là, et on était bien avancé là-dessus. Un petit focus sur l'acoustique. Le bois n'est pas très copain avec les basses fréquences, et donc il faut être particulièrement vigilant avec ça. Donc on a fait en sorte de traiter cette partie-là en disposant en sous-face des planchers, des plaques de plâtre, 2 plaques de plâtre finalement en chantier, un isolant, et par le dessus une chape qui permettait d'alourdir la masse du complexe de plancher et en même temps distribuer notre plancher chauffant qui s'est voulu réversible par la suite. Petite composition classique des parois verticales, où nos parois CLT ont été redoublées de chaque côté par des cloisons en demi-style, un demi-cloison de plâtre avec un certain nombre de plaques pour assurer l'acoustique. Donc, dans la cage d'ascenseur, c'était le plan de départ, et au final, il manque la plaque de plâtre qu'on est venu rajouter en fin d'opération. Alors, un petit détail sur le carbone, puisque voilà, on parle beaucoup de carbone. À l'époque, on ne le quantifiait pas forcément. En 2013, pas du tout. En 2014 non plus. Est venu après les premières expériences en France d'une certification E+C-. Et aujourd'hui, on a la réglementation environnementale, la RE 2020, qui oblige à faire des bilans carbone et des ACV, analyse de cycle de vie, ce qu'on ne faisait pas à l'époque. On en a quand même fait une sur cette opération-là, parce que ça méritait quand même, et on se disait qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant à aller regarder. Donc, on a fait un bilan carbone selon les modes opératoires de l'époque, qui sont plus ceux-là aujourd'hui en France. Mais ça donne quand même voilà, une idée de la quantité de carbone du projet. On était sur la partie produits de construction et équipement à 593 kg de CO2 par mètre carré, alors qu'on voit que voilà, les seuils carbone 1, carbone 2 de la réglementation, ou le seuil du BBCA était positionné ici. Donc c'est quand même une opération particulièrement vertueuse sur le carbone. Particulièrement sur le lot 3, la superstructure, on voit ici qu'on est à 83 kg, alors que des constructions assez classiques, on est plutôt autour des 160, 180, 200 kg de carbone par mètre carré. Par contre, on a un lot cloison doublage qui est assez important. Mais ça s'explique aussi parce que finalement, les cloisons séparatives, celles qui ne sont pas en bois, l'ont été en cloison de plâtre, et à l'intérieur, on a reconstitué une boîte dans la boîte pour gérer l'acoustique. On a habillé les poteaux, je parlais des faux plafonds tout à l'heure, et des doublages en façade, ce qui fait une quantité de plaques de plâtre assez importante. Voilà, sur la partie énergétique, voilà, on a mis en place une pompe à chaleur sur nappe, avec un appoint gaz, donc qui est assez vertueux sur la partie énergétique, ce qui nous permettait au global d'avoir un niveau carbone, énergie plus construction, dans les seuils largement carbone 1, carbone 2 du label E+C-, et d'être sur un niveau excellent pour le BBCA. Qualité de l'air, je ne vais pas m'y attarder. On avait un peu voilà, mis ça en parallèle du bien-être et du bois, et on avait traité de façon un petit peu plus particulière la qualité de l'air avec un certain nombre de plaques voilà, qui absorbaient les COV pour qu'il n'y ait pas d'émissions, minimiser les émissions d'un bâtiment. Sur la partie énergétique, on est sur un niveau RT 2012, moins 22%, avec des besoins en chauffage limités, ce qui permettait de correspondre à un niveau BPAS.
On a mutualisé l'approvisionnement énergétique, donc avec nos pompes, nos packs sur nappe entre les différents promoteurs. Ça n'a pas été simple, comme l'a dit Tali, parce que voilà, il a fallu qu'on se mette d'accord entre nous. Nous, on a porté le parking et c'est un autre promoteur qui a porté plus cette installation-là. Mais au final, on est arrivé à mutualiser un certain nombre d'équipements. Et donc, on utilise cette PAC sur nappe pour chauffer. Et en été, on fait circuler de l'eau à température, ce qui permet de rafraîchir le bâtiment et d'assurer un confort d'été suffisant. Très rapidement, le temps passe. Sur l'assurabilité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger sur des opérations comme ça, parce que nous, en tant que maître d'ouvrage, il faut qu'on s'assure. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions, nous, de notre côté, assez longues avec nos assureurs classiques, qui nous ont demandé notamment de monitorer les façades. Donc, on a mis un certain nombre de capteurs sur les façades. On a surveillé ça sur 2 ans pour s'assurer que les déplacements verticaux, horizontaux de l'ensemble du bâtiment étaient bien conformes à ce qu'on avait envisagé par la théorie. Et donc, on a eu effectivement cette conformité. Le coût de construction, Tali l'a dit, c'est vrai que l'équation, quand on fait de l'innovation et quand on construit comme ça, il y a forcément un surcoût parce que les techniques ne sont pas forcément maîtrisées. Les techniques, tant qu'elles ne sont pas rentrées dans un processus très industrialisé, elles ont tendance à coûter plus cher. Donc, un des leviers, c'était le prix de foncier qui a été effectivement un prix maîtrisé avec la collectivité, un prix relativement bas par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres terrains. Les subventions liées au surinvestissement et liées au programme d'investissement d'avenir ont été un deuxième levier. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir une équation d'un projet qui fonctionnait. Parce qu'au final, nous, en tant que promoteurs, on a des clients dedans, on a des acquéreurs qui ne payent pas 2 fois le prix pour habiter dans un immeuble en bois. Donc voilà, c'était important qu'on puisse avoir une équation avec un prix de vente et un prix de sortie pour nos clients qui soit un prix du marché. Je cite là le prix de construction qui était un prix relativement haut pour l'époque, qui aujourd'hui n'est peut-être plus si haut compte tenu de ce qu'on vit et du contexte et des augmentations des matières premières, mais c'était un prix relativement élevé pour l'époque. J'arrive à la fin. Ah, ok, très bien, parce que je voulais aussi laisser un peu de place aux questions, parce que là, tout à fait. C'est la dernière diapo. Ok, très bien. On l'a dit, il y a une rapidité d'exécution puisque effectivement toute la structure bois s'est montée en 3 mois, donc ça a été très rapide. 7 semaines sur juste la partie émergence en R+11. Par contre, les chantiers se passent différemment. Vous n'avez pas de marteau-piqueur, certes. Il n'y a pas de branche, il n'y a pas de béton à vibrer. Il n'y a pas de coup de marteau le matin quand on ouvre les branches. Donc, voilà, il y a tout un environnement qui est différent. Une sécurité qui est accrue, moi, je trouve, dans cette préfabrication en bois. Nuisance sonore qu'on n'a pas ou moins. Donc, voilà, un chantier qui est très différent. Juste avant de terminer, je vous demande peut-être 2 petites minutes. Là, vous avez quelques photos. Ça, c'est l'opération réalisée au final. Ce n'est plus des perspectives, mais c'est des photos de l'opération telle qu'elle existe aujourd'hui. Et si vous voulez bien, j'ai un petit time-lapse qui dure 2 minutes avec, vous voyez la construction se dérouler sur les différents mois que je peux vous partager et j'en aurai fini. Ou peut-être qu'on peut le partager par mail par après Comme ça, les gens pourront regarder. Si vous voulez, alors parce que le timelapse il risque d'être un peu lourd. Je ne sais pas si j'arrive à le partager par mail, mais comme vous voulez. Ah, ok. Parce que j'aimerais vraiment bien laisser un peu de place aux questions et j'ai peur que ça va durer trop longtemps sinon. Très bien. Alors, est-ce que dans le public, il y a des questions à un des 2 orateurs? Vous pouvez soit poser les questions directement par le micro ou aussi dans le chat si vous préférez. Et s'il n'y en a pas, je peux vous passer le time-lapse. Voilà. Bon, il n'y a personne pour le moment. Sinon, moi, je commencerai juste avec une question qui m'a un peu marquée. Est-ce qu'il y a un suivi du nombre de bois qui a été utilisé ou qui sera utilisé et d'où est-ce que provient ce bois exactement?
Alors, est-ce qu'il y a un suivi de la quantité de bois? Vous l'avez vu, là, je l'ai présenté rapidement. On a un volume de bois qui a été mis en place. Notre partenaire sur la construction bois, c'était KLH. Donc, KLH est un Autrichien. Donc, le bois, lui, il s'approvisionnait à 200 km, 300 km en périphérie de son usine. Donc, essentiellement du bois de l'Est autour de l'Autriche, très peu du nord de l'Europe. Mais si la question était de savoir si c'était du bois qui était très local, on peut y répondre parce que ça a été un sujet forcément dans l'élaboration du projet et plutôt à la fin du projet. Et je redis juste que si on se reprojette 10 ans en arrière, en 2013, quand on a monté l'équipe, et dans cette équipe-là, on avait tout de suite identifié aussi un fournisseur de bois. La filière et la filière locale, la filière française était moins organisée qu'elle ne l'était à l'époque. Donc on avait moins d'opportunités qu'on en a aujourd'hui. Donc voilà, on avait fait ce choix-là plutôt de s'adosser à une entreprise comme KLH, qui était une entreprise reconnue, robuste, et qui avait déjà une expérience dans ce genre de construction, particulièrement en Autriche, en Allemagne, en Suisse. Donc voilà, ça explique la provenance du bois. Ok, merci. Alors, ça veut... Sur l'ossature bois, je crois que c'était quand même plus local, Philippe, l'origine, quand on en avait discuté avec Altibois, il me semble que c'était plus. Oui, en fait, sur la part de lamellé-collé, mais sur la partie lamellé-collé, ça représente, voilà, je l'ai montré tout à l'heure, ça représente moins en volume, mais c'est vrai que les planchers et puis les parois, voilà, provenaient de l'entreprise KLH. Ok, bon, merci. Je vois qu'il y a une question de Nathanaël. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Ah oui, j'aurais deux questions et une confirmation, mais sinon, si je peux proposer à Marie que Monsieur Michel passe sa vidéo pendant qu'on pose des questions, comme ça, on voit quand même la vidéo. Si vous voulez. Oui, Si si ça c'est possible. si ça ne dérange pas. Si c'est possible, Voilà, oui, moi, on peut tester. Je vais essayer. Ma première question, c'était par rapport au parking silo. Je voulais demander s'il avait été aussi conçu en bois. Le parking silo? Non. Parking communautaire, oui. Non. Alors, le parking silo n'avait pas été construit en bois. Le parking silo a été. Alors, c'était une question aussi, puisqu'il se trouve qu'à cette même période-là, on avait construit sur une autre opération un parking mixte en bois et en plancher collaborant. Mais là, en l'occurrence, il y a du bois en façade, mais il y en a moins dans la structure. La raison, c'est parce qu'on n'avait pas réussi avec les épreuves de tout ce qui est acoustique, vibration et incendie, ou par simplicité, ou quelle est la raison, vu que vous avez déjà apparemment fait un autre projet en bois, ou c'était un mauvais retour d'expérience? Alors, on n'a pas eu de mauvais retour d'expérience. Alors, la réglementation a évolué aussi sur la partie. On avait profité un peu d'un vide réglementaire en France sur le parking bois qu'on avait construit, qui nous permettait de le construire. La question qui aurait pu se poser, c'était sur le degré de combustibilité de la structure bois dans un parking, parce que la réglementation demande que la structure soit incombustible. Donc, ça aurait pu être un sujet. Et c'est vrai que dans les discussions, on avait beaucoup à apporter en innovation sur les bâtiments, et porter voilà, deux sujets de front, c'était pas simple non plus dans cette périodicité-là. Donc, oui, la structure a été un peu simplifiée, a été simplifiée. On s'est dirigé vers une structure béton sur le parking. Et toujours sur ce parking silo, donc vous avez, si j'ai bien compris, construit la structure pour tout le lot, en fait, enfin pour tout le projet. Oui. Et vous avez donc vendu les places aux différents habitants. Et qui s'occupe de la gestion de ce parking? Est-ce que c'est toujours vous ou... Non. Aujourd'hui, il y a un syndic, il y a une ASL, une association syndicale libre, qui gère ça. C'est-à-dire que nous, c'est notre modèle. On ne garde pas en gestion les opérations. Donc, une fois qu'elles sont livrées, on a des syndics de copropriété qui gèrent les bâtiments et qui gèrent aussi, en l'occurrence, le parking. Le parking, ok. Puis là, ce serait plutôt une question globale et une confirmation à Madame Marx.
concernant le foncier, si j'ai bien compris, le foncier était à la métropole strasbourgeoise et a été cédé aux différents promoteurs immobiliers, ou comment est-ce que vous avez procédé, ou par droit de C'est superficie? ça, le foncier est cédé aux différents opérateurs immobiliers. Hein. On signe un acte de vente. Donc, dans un premier temps, vous signez un protocole d'accord le temps que le projet soit suffisamment abouti pour pouvoir confirmer. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous avez vu qu'on a quand même connu des déboires avec l'un des opérateurs immobiliers. On a dû relancer une consultation. Donc, il faut, enfin, voilà, le moment de la signature de l'acte de vente est un moment sensible. Donc, je crois que c'est assez, de mémoire, c'est concomitant au permis de construire. Hein. Vous m'arrêtez, Philippe, mais je crois que c'est à peu près ça. Oui. Et donc, avant, en fait, on signe un accord, un protocole foncier, voilà, pour sécuriser l'opérateur immobilier sur la durée. En fait, on lui demande, en fait, je crois qu'on lui avait laissé 18 mois dans un premier temps pour déposer son permis de construire. Voilà, chacun des opérateurs immobiliers avait 18 mois. Et je crois qu'on a augmenté une, voire deux fois chaque protocole. La ville n'a pas souhaité elle-même développer quelque chose sur ce projet-là. Vous voulez dire développer, que nous-mêmes, nous construisions un bâtiment ou le parking? Par exemple, oui. Non, ben, on n'a pas vocation à être maître d'ouvrage là. Hein. Donc non, justement, et puis c'était toute la difficulté. J'avoue que avec le recul, par exemple, moi j'ai trouvé ça assez inconfortable de demander aux opérateurs immobiliers de devoir construire le parking. Je pense en fait que nous-mêmes, on n'était pas forcément outillés pour faire quelque chose comme ça. Voilà, on s'est outillés pour pouvoir porter l'innovation, s'assurer que l'innovation voit correctement le jour sur ce projet, mais ça a été, je pense, une complexité dans le projet de demander finalement que les opérateurs immobiliers s'organisent entre eux, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions. Hein, ça n'a pas été Bouygues Immobilier dès l'origine qui devait porter ce parking. Il y a eu des discussions avec un autre opérateur. Je pense que ça n'a pas simplifié les discussions entre eux, je dois dire. Hein. Avec le recul, Philippe, vous êtes d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'organiser entre nous. C'est vrai que soit c'est porté par un aménageur, soit c'en est un qui porte, mais c'est peut-être défini au départ. Et c'est vrai que c'était une difficulté. Et sur le parking et sur la mutualisation de la partie énergétique, voilà, Et c'est pareil d'ailleurs pour l'approvisionnement énergétique. En fait, c'est le bureau d'études thermiques, hein, d'ailleurs le vôtre, hein, qui a fait, ou c'est celui de Pierre et Territoire. Oui, c'est Pierre et Territoire après qui a repris la main là-dessus. Oui. Qui a fait une proposition en fait pour l'ensemble des lots. Je dois dire que là non plus, avec le recul, je pense que nous, on aurait dû prendre un bureau d'études thermiques externe, justement pour ne pas prendre un risque qu'il y ait un juge et partie en fait dans une des équipes. Et voilà, certains opérateurs étaient moins favorables que d'autres. Du coup, si finalement c'est nous qui avions imposé le système, sans doute ça aurait été plus facile. Il y a eu beaucoup de co-construction finalement dans ce projet. Ça a donné des choses favorables et d'autres qui ont été peut-être plus complexes. Okay. Et si je peux me permettre, une toute dernière question qui touche plutôt à la philosophie du projet. Donc, vous soulignez le caractère expérimental du projet et le fait de pouvoir être développé à échelle plus large. Maintenant que le projet est en cours de construction, voire même déjà habitable, est-ce que, selon vos retours d'expérience, est-ce que vous pensez, maintenant, est-ce que la métropole strasbourgeoise pense réaliser d'autres projets de la sorte? Enfin, quel est le retour d'expérience au final? Oui, alors pas forcément de la sorte, justement. C'est-à-dire, là, on a poussé l'innovation au maximum, enfin, notamment le projet qu'a porté Philippe avec ses équipes et Fage. Je pense que là, vraiment, on a le fait d'avoir maximisé le bois, y compris dans les circulations verticales, avec le recul, je pense qu'aujourd'hui, non, je pense qu'il doit y avoir une mixité plus importante entre du bois et du béton dans des parties. Alors après, maintenant, il y a la question de l'empreinte carbone, c'est un vrai sujet. Mais du coup, il y a plusieurs équations qui rentrent en compte. Je pense que nous, là, maintenant, on se dit, voilà, il faut banaliser l'utilisation du bois dans la construction.
Et la banaliser, ce n'est pas forcément en montant à des hauteurs très élevées. Par contre, on est relativement convaincu que le bois peut être là en façade. Pas en façade au sens revêtement, mais être là dans des façades non porteuses. Et ça, on pourrait le systématiser. Je pense un peu partout. Voilà, ça, je pense que ça peut être systématisé. Après, là, on est reparti pour faire un quartier avec 600 logements en construction bois, d'ailleurs, pour lequel Bouygues Immobilier a candidaté aux consultations qu'on est en train d'analyser. Mais là, on est sur du R+2, R+4. Donc, a priori, voilà, on cherche à utiliser au maximum des techniques courantes de construction. Je pense que ça, c'est vraiment un enseignement aussi, c'est arrêter de construire en bois en réinventant à chaque fois l'eau chaude. Non, il faut d'abord utiliser ce qu'on connaît comme système et comme technique courante avant d'aller vers de l'innovation. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a encore une dernière question, je vois, dans le public. Et puis, je pense qu'après, ça sera le moment de terminer parce qu'on est déjà en train de dépasser notre temps. Ok, Sophie, tu peux poser ta question. Oui, bonjour, Sophie Van Dionan. J'ai deux petites questions. Donc, la première, c'est par rapport au master plan. Donc, on voit qu'au niveau de l'intérieur d'îlot, il y a une sorte de geste plutôt paysager, on va dire, avec un arrondi avec des plantations d'arbres dans le prolongement de la voirie. Je ne sais pas si on peut éventuellement repartager le master plan. Qu'est-ce qui a justifié en fait ce geste, on va dire, paysager? Est-ce que est-ce qu'il y a des questions de mobilité ou est-ce que c'est purement question esthétique, paysagère ou autre? Et la deuxième question, c'est par rapport aux serres. Donc, vous avez fait le choix d'utiliser des serres pour les locaux vélos. Pourquoi les serres plutôt que le bois, vu le projet ici? Alors, moi, je peux répondre sur les serres et je laisse Nathalie répondre sur le geste vert. Juste sur les serres, alors c'était une proposition de l'architecte et qui voulait un peu de transparence devant le projet. On a mixé, et on l'a pas vu là, mais il y a une partie quand même avec bardage bois parce que entre les locaux vélos, il y a aussi des locaux poubelles, donc qui sont des locaux fermés, qui sont habillés de bardage bois. Donc on a un peu mixé les deux. Donc il y a un ouvrage longiligne, un peu de transparence et un peu de bois. Mais c'était plus un geste architectural là-dessus que d'avoir forcément du bois ou que du bois. D'ailleurs, nous, ça nous a posé question parce qu'on avait peur qu'il y ait des nuisances lumineuses. Si vous vous souvenez des échanges qu'on a eus. Je me souviens très bien. Voilà, en se disant que c'était joli, mais c'était peut-être pas très pratique. En fait, à chaque fois que vous allumez la lumière, la nuit, vous avez toute la cage d'escalier. On a regardé aussi cette question de comment est-ce qu'on allait gérer l'éclairage. Alors, pour revenir sur la question paysagère, votre question, je me suis demandé si elle portait en fait sur l'élément paysager à l'échelle de tout l'îlot ou sur le projet qui était porté par Bouygues Immobilier, où il y a aussi un volet paysager, puisqu'il y a des espaces extérieurs. C'est par rapport à l'ensemble des lots. Oui. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs on n'en a pas parlé parce que c'était peut-être moins l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais il y a un espace qui est un espace public. En fait, il y a des venelles intérieures qui sont publiques et il y a un jardin partagé à l'échelle du projet. Par contre, tous les espaces extérieurs, là où il y a des arrondis, ça a plutôt été décidé par chacun des opérateurs qui avaient chacun en fait, son paysagiste. Et donc, en fait, c'était la question du paysage était coordonnée en régie en fait, au niveau de l'Eurométropole. Voilà, c'était des discussions assez ouvertes, mais il n'y avait pas spécialement une volonté d'arrondi, pour reprendre le terme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne suis pas sûre de répondre vraiment complètement à votre question. C'est juste qu'en voyant le master plan, je voyais clairement qu'il y a eu une sorte de volonté de continuité en fait, de la voirie. Et donc, je me demandais si c'était aussi pour des questions de mobilité douce ou autre. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a repris l'ancienne allée des Cavaliers qui existait préalablement, en fait, avant en fait, qu'il y ait le projet de l'île aux bois. On a souhaité conserver un ancien passage. En dehors de ça, je pense en fait que la totalité des circulations a été reposée pour le projet
j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'arrondi, en fait, mais je peux repartager je ne vais pas prendre. Marie voulait qu'on achète. Après, ce n'est pas forcément une question qui rentre dans le sujet du colloque en général. C'est pour ça peut-être qu'on peut, s'il n'y a plus de questions par rapport au concept plus concret ou énergétique, on peut montrer l'image, ok. Ouais. C'est ça, en fait, hein, ce que vous appelez le master plan. Et donc là, on voit en fait qu'il y a des parties extérieures à chacun des lots. Et donc là, c'est les paysagistes des différents opérateurs immobiliers qui ont fait des propositions. Et c'est vrai qu'on voit des arrondis là-dedans. Mais en fait, nous, en tout cas, c'était assez rectiligne, je dois dire. À part cette année de cavalier, on s'est battu pour conserver les 5 saules qui étaient là préalablement. Et ça a été très dur pour l'opérateur immobilier qui était là parce que du coup, bah voilà, on a exigé que les saules soient préservés. Mais en dehors de ça, vraiment, je ne suis pas sûre de voir. Je pense que c'était plutôt à l'échelle du projet de Philippe, de build immobilier, là, qu'on voyait des arrondis. Oui. Bon, mais je pense que oui, la question est quand même plus ou moins répondue. Je pense est-ce qu'il y a d'autres questions qui rentrent plus sur les techniques? Non? Ok. Bon, alors, merci beaucoup pour les 2 présentations et l'échange que nous avons eu, et aussi notamment pour les conseils que vous nous avez donnés par rapport à la gestion du projet et de comment mettre en œuvre un tel projet, et aussi pour les détails techniques sur le projet de Bouygues. Voilà, c'était notre dernier colloque, notre dernière séance de ce colloque en 2023. Je remercie tous les participants et bien aussi les 2 orateurs, Philippe Michel et Tali Marx. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.